Les régimes démocratiques sont soumis à un feu de critiques dans les années 30. Dans ce contexte difficile, les politiques semblent impuissants à rétablir la situation car le libéralisme montre ses limites face à la crise systémique mondiale du capitalisme. Le communisme stalinien, cachant la sinistre réalité qui est la sienne, affiche des chiffres de production en progrès exponentiel et semble être un contre-modèle au capitalisme en voie de faillite généralisée. Les régimes fascistes ont opté pour une autarcie qui les protège partiellement de la crise économique. Par ailleurs, ils lancent de grands programmes d'équipement, autoroutes, assainissement de la plaine du Pô en Italie par exemple, mais aussi réarmement massif qui fournit massivement de l'emploi aux populations qui avaient été contraintes au chômage, notamment avec la crise de 29 en Allemagne. La France rencontre les mêmes problèmes économiques que l'Angleterre ou les États-Unis, mais dans ces deux pays, le système politique n'est que marginalement remis en cause. Il existe un quasi-consensus autour de la constitution républicaine américaine ou de la monarchie anglaise. Il en est tout autrement en France, la Troisième République, qui croyait s'être débarrassée de ses ennemis dans les 2 premières décennies du XXe siècle, les voit ressurgir. L'Action française, organisation monarchiste et réactionnaire, est débordée par de jeunes recrues qui, tout en réactivant les classiques antiparlementarisme, xénophobie et antisémitisme, s'orientent vers des thématiques et des gestuels fascistes. Ces multiples groupes, ligues, partis ne trouvent pas de leader charismatique, il n'y a pas eu de Mussolini ou de Hitler français. Par ailleurs, un certain nombre de jeunes cadres et intellectuels de gauche contestent la hiérarchie de leur parti ou de leur syndicat, leur reprochant leur prudence, l'acceptation des compromis tortueux avec les radicaux et les partis et les appareils de parti. Ils aspirent à une vision technocratique et autoritaire pour modifier en profondeur les structures économiques et sociales. Ainsi, Déa, qui appartenait à la CFEO, Doriot, qui appartenait au Parti communiste, ou Bergerie, qui appartenait au Parti radical, sont chassés de leur parti et glissent progressivement vers des formes de fascisme, adhérant à des thématiques sociales et anti-bourgeoises de cette idéologie. C'est une renaissance de l'extrême droite française, avec un alignement sur le modèle fasciste. À partir de 1919, l'URSS impose au Parti communiste, par l'intermédiaire de la Troisième Internationale, la ligne classe contre classe, interdisant toute alliance avec les socialistes. Les partis de gauche parlementaires, socialistes et radicaux, et la droite parlementaire sont donc menacés et en quelque sorte pris en étau entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Cependant, la prise de pouvoir par Hitler en 1933 et les émeutes parisiennes du 6 février 1934 obligent l'URSS à reconsidérer ses positions. À partir de 1935, les rapprochements stratégiques entre socialistes et communistes conduisent à la création des fronts populaires qui remportent les élections législatives de 1936 en Espagne et en France. Donc le gouvernement de Léon Blum inquiète la bourgeoisie, notamment par la mise en place des réformes sociales et notamment les fameux 15 jours de congés payés. Mais la police et l'armée restent fidèles à la République. Les ligues fascisantes sont dissoutes, les menaces semblent écartées. Par contre, en Espagne, le général Franco prend le commandement des forces militaires et combat les forces loyalistes au gouvernement du Frente Popolare. L'Italie fasciste et l'Allemagne nazie vont dépêcher des troupes pour soutenir les franquistes qui s'appuient sur la Phalange, une organisation ouvertement fasciste. Donc les républicains ne seront pas soutenus par la France de Léon Blum, mais seulement par l'URSS qui pense avant tout à éliminer les anarchistes afin que le Parti communiste espagnol devienne la principale tendance républicaine. Autant dire que l'URSS tira plus contre les gens de son camp, entre guillemets, que contre les fascistes et les troupes de Franco. Même si Franco ne créa pas un régime à proprement fasciste, mais plutôt mis en place un césarisme réactionnaire, s'appuyant sur l'Église et l'État, la guerre d'Espagne est emblématique de la lutte entre les démocraties et les régimes totalitaires. Le dernier point intéressant à noter à ce titre est l'engagement volontaire de très nombreux soldats venus des États-Unis, d'Angleterre, de France, etc., qui s'engagèrent dans les brigades internationales. Notamment, on peut parler d'Hemingway, de George Orwell, d'André Malraux, qui s'engagèrent aux côtés des républicains espagnols. On voit là une préfiguration de la résistance, c'est-à-dire que les gouvernements ne veulent ou ne peuvent pas agir, et on voit des citoyens dépasser effectivement la volonté de leur État et s'impliquer dans un conflit extérieur.